Et selon toi, du coup, les investisseurs ou les futurs investisseurs qui nous écoutent, comment doivent-ils s'adapter du coup par rapport à l'augmentation de ces taux? L'augmentation des taux, je pense que c'est pas spécialement un problème, dans le sens où les taux aujourd'hui sont pas très élevés. Je veux dire, aujourd'hui, avec un bon profil, tu vas investir à du 3,2%, 3%. Le levier bancaire est toujours intéressant dans tous les cas. À mon sens, tant que les taux d'intérêt sont pas à du 10%, On peut les utiliser. voilà. Et d'autant que ça va dépendre à combien tu sais placer ton argent. Même en sortie de Covid, les gens avaient de l'argent, tu vois, ils ont moins dépensé, etc. Donc, marché de vendeurs. Aujourd'hui, on est plus dans un marché d'acheteurs. Donc, ça veut dire c'est l'acheteur qui a la main. Et moi, j'arrive à vendre comment? Parce qu'en fait, je propose des prix qui sont bons et qui sont légèrement en dessous du marché. Moi, je vois beaucoup de biens qui restent sur le marché parce qu'en fait, le prix il est trop haut. Les vendeurs, ils croient qu'on est en 2019. Et donc, en fait, ils te proposent. On a un bien, un exemple, ils vont te proposer un bien à 900 000 euros, sauf qu'aujourd'hui, les gens ils sont prêts à en mettre 750, et donc son bien il se vend pas. J'ai proposé un bien à des gens qui voulaient pas l'acheter parce que eux ils veulent absolument faire du Airbnb. Ouais, ils ont des critères et tout très précis, pas de problème, tu vois, je trouve ça très bien. Mais personnellement, je suis pas convaincu que leur idée ça soit vraiment la bonne parce que ils vont faire des investissements, tu vois, dans l'appartement pour le mettre en mode Airbnb. Puis derrière, si la législation elle vient changer dans 2-3 ans, qu'on dit tiens c'est mort, bah, après ils vont le remettre en location classique, mais ils vont jamais pouvoir appliquer le prix qui va permettre d'amortir. Qu'ils avaient calculé au départ. Voilà, qui va permettre d'amortir ce qu'ils ont fait comme travaux. Allez, bonjour à tous, bonjour les rails. Bonjour. Bonjour. Alors, grande question aujourd'hui, faut-il encore investir en immobilier en 2025? C'est la question qu'on va essayer de soulever en plusieurs points. Et comme c'est toi le grand connaisseur, tu vas essayer de nous éclairer un petit peu sur ce point. Grand connaisseur, non. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai investi dans l'immobilier pour plusieurs millions d'euros. Depuis quelle année, tu peux nous dire un peu? Moi, j'ai commencé en 2022. Ok. Donc là, ça fait déjà 3 ans. Ok. À essayer d'investir relativement massivement à mon niveau. Et en parallèle, je fais également de l'achat et de la revente de bâtiments dans le secteur de l'immobilier. Donc voilà. Est-ce que toi qui es dans l'immobilier donc depuis 3 ans maintenant, tu trouves que déjà le marché sur 3 ans a changé? J'ai pas suffisamment de recul maintenant, ce que j'ai tendance à remarquer, mais là je vois plus en tant que vendeur, plus qu'en tant qu'acheteur, c'est que il y a des difficultés d'accès au crédit aujourd'hui. Les vannes du crédit sont un peu fermées et donc c'est plus difficile pour les gens d'acquérir des biens immobiliers. Et d'ailleurs, lorsque je vends des biens, moi, ma spécialité, entre guillemets, c'est de vendre des petits appartements, tu vois, sous forme d'investissement ou petits appartements pour des gens qui veulent se lancer dans la vie, par exemple. Je vois qu'en réalité, j'ai beaucoup d'investisseurs qui achètent, et d'ailleurs assez peu de particuliers, même si ce sont des investisseurs particuliers, mais on s'entend, parce que j'ai l'impression que soit l'accès au crédit est plus compliqué, soit ce que les gens ont comme avis sur l'accès au crédit est négatif. Et que donc, plus de difficultés à avoir des investisseurs primo-acquéreurs. Donc, selon toi, en 2025, les banques prêtent quand même moins? Mais je pense que ça, oui, ça c'est quelque chose quand même qui est prouvé. Les banques, effectivement, ont diminué justement la possibilité de pouvoir investir. En même temps, les taux ont augmenté en 2024, 2023. Maintenant, ils ont légèrement baissé. Mais aussi, certaines personnes sont dans des positions un peu attentistes, comme souvent, et attendent que les taux baissent encore. Mais sauf que tu vois, les choses, elles ne peuvent pas baisser éternellement. C'est comme si tu veux investir en bourse et tu te dis « Ah, mais je veux investir sur LVMH, mais j'attends qu'LVMH baisse. Quand il sera suffisamment bas, je rentrerai au point bas. » Sauf qu'il n'y a pas de point bas auquel tu peux timer ton entrée. Et donc, dans l'IMO, c'est un peu la même chose, tu vois. Ouais, donc ça veut dire qu'au finalement, certes, les taux ont augmenté, mais les gens n'investissent pas forcément moins parce que les taux ont augmenté, mais plus parce que les gens ont peur, en fait. Ouais, et parce que aussi les conditions d'accès au crédit ont été un peu verrouillées. Donc aujourd'hui, si tu veux réussir à investir, tu dois savoir comment t'y prendre et ça sera plus compliqué que ça a pu l'être à un moment donné, et dont une époque que personnellement j'ai pas connue début année, je pense c'était quoi, de 2010 à 2010-2020, tu vois, je pense que c'était vraiment, de ce que j'en sais, une période où l'accès au crédit, c'était facile, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et selon toi, du coup, les investisseurs ou les futurs investisseurs qui nous écoutent, comment doivent-ils s'adapter, du coup, par rapport à l'augmentation de ces taux, si tu avais... L'augmentation des taux, je pense que c'est pas spécialement un problème, dans le sens où les taux aujourd'hui sont pas très élevés. Je veux dire, aujourd'hui, avec un bon profil, tu vas investir à du 3,2%, 3% annuel. C'est pas énorme, mais on a connu des taux à 1%.
Mais sauf que... Il est là le problème. On reste dans le passé un peu peut-être. Voilà, en tout cas pour certaines personnes. Maintenant, tu sais, moi j'ai investi il y a 1 an et demi à du 4-2. Voilà, j'ai investi à du 4-2. Je suis content d'avoir fait cet investissement-là. Et donc, tu vois, à un moment, il faut... quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis, tu sais, à l'époque, les taux... à l'époque de nos parents, les taux, ils étaient à... Moi, je sais, mon père, il a acheté il y a une vingtaine d'années, les taux étaient à plus de 4%, et avant, les taux étaient à 6, 7, 8%. J'ai entendu des histoires où les taux étaient à ce niveau-là. Donc, tu sais, c'est une question de est-ce que tu veux investir? Si tu veux investir, le taux, ça ne doit pas être l'élément qui doit te faire tiquer, quoi. Et du coup, peu importe le taux, mais si tu as la possibilité d'acheter en cash, par exemple, est-ce que c'est mieux d'acheter en cash ou les leviers sont-ils encore intéressants aujourd'hui à utiliser? C'est toujours intéressant d'utiliser dans le sens où la question c'est combien il te coûte le crédit et combien peut te ramener ton cash. Je vais te donner un exemple. Si tu as 100 000 euros aujourd'hui, soit tu places tes 100 000 euros et donc tu vas avoir un taux d'intérêt, enfin tu n'utilises pas tes 100 000 euros, tu vas avoir un taux d'intérêt de 3-4%, soit tu prends donc je répète, ces 100 000 euros, tu les utilises pas, t'empruntes, tu vas avoir un taux à 4%, 3%. Mais donc, il te reste les 100 000 euros. Les 100 000 euros, tu peux les placer à du 10% ou du 8%. Ou alors, tu décides de les mettre, mais derrière, tu n'as pas ton rendement sur ton autre investissement. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la question, c'est... Le levier bancaire est toujours intéressant dans tous les cas. Mais à mon sens, tant que les taux d'intérêt ne sont pas à du 10%... On peut les utiliser. Voilà. Et d'autant que ça va dépendre à combien tu sais placer ton argent. Je te donne un exemple. Si demain, tes deux solutions, c'est quoi? C'est soit d'investir dans l'immobilier à du 6% de rendement ou 5%, ou de l'autre côté, laisser ton argent sur ton compte. T'as que ça dans ta tête, tu vois, tu n'as pas d'autres connaissances, t'es pas capable de générer de l'argent autrement. Bah oui, alors mets-le cash dans ton opération qui va être à du 5 ou 6% de rendement. Parce que c'est 5 ou 6 VS 1% sur ton argent placé sur ton compte. Voilà. Mais si tu as des moyens de placer ton argent à des taux d'intérêt plus élevés, alors emprunte et place ton argent. Tu vois. Là, on parlait des taux d'intérêt, par exemple. On a parlé beaucoup des taux d'intérêt. On va parler un peu plus du prix de l'immobilier en soi. Est-ce que toi, justement, par rapport au prix de l'immobilier, tu trouves que sur ces 3 ans, il y a une évolution? Et est-ce que tu ne penses pas que, parce qu'il y a toujours cet adage vieux comme le monde de l'immobilier, c'est trop cher, ça va trop augmenter, est-ce que tu penses que c'est une excuse ou que c'est une réalité du terrain? Moi, dans mon secteur, dans ce que je connais, les prix de l'immobilier, ils n'ont pas... ils ont légèrement baissé maintenant. C'est-à-dire que, tu vois, pendant la période du Covid, comment dire? Comme les gens croyaient que c'était une maladie grave et devaient rester chez eux, enfin, les gouvernements ont dit ça, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les gens voulaient, par exemple, avoir un jardin, etc., investir, ça. Et donc, ce que j'en ai entendu, c'était... Parce que moi, je vois que ma propre expérience, tu vois, je connais pas, je suis pas sur tout le marché, tu vois. Mais de ce que j'en ai entendu, il y avait pas mal d'activités à ce moment-là, d'accord. Et les prix étaient hauts. Parce que les biens étaient rares, étaient recherchés par maintenant, le problème, c'est que en réalité, et en même temps, il y avait du crédit. Maintenant, le problème, c'est qu'on est plus dans un marché d'acheteurs. Parce que Covid, c'est 2019, 2020. Tu vois, c'est encore le moment où les taux étaient bas. Je crois que ça a commencé à pivoter de mémoire à partir de 2021, que les taux ont commencé à augmenter. Or, c'est Covid 19, 20, 21, tu vois. Ouais, plusieurs versions. Et à ce moment-là, moi, j'investissais pas encore. Je te dis, j'ai commencé en 2022. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que taux d'intérêt bas, frénésie des gens à acheter. Et en plus, même en sortie de Covid, les gens avaient de l'argent, tu vois. Ils ont moins dépensé, etc. Donc, marché de vendeurs. Aujourd'hui, on est plus dans un marché d'acheteurs. Donc, ça veut dire que c'est l'acheteur qui a la main. D'accord, ouais. Tu vois. Et moi, j'arrive à vendre comment? Parce qu'en fait, je propose des prix qui sont bons et qui sont légèrement en dessous du marché. Moi, je vois beaucoup de biens qui restent sur le marché parce qu'en fait, le prix il est trop haut. Et que les gens, pareil, les vendeurs, ils croient qu'on est en 2019. Et donc, en fait, ils te proposent, je donne un exemple, ils vont me proposer un bien à 900 000 euros. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à en mettre 750. Et donc, son bien, il se vend pas. Si toi, par exemple, le bien, il vaut 750 et que toi, en tant que vendeur, en fait, tu le proposes à 720 ou 730, ben, tu vas le vendre. Tu vois? Donc, au final, l'appât du gain, quand même, est quelque chose peut être un problème. Mais ça dépend parce que est-ce que tu veux vendre ou tu veux pas vendre? Tu comprends? T'as des gens, ils mettent des biens en vente, mais en fait, ils veulent pas les vendre. Puis au-delà de ça, je pense que au-delà de ce que tu veux vendre pour toi,
est-ce que tu veux permettre aux gens de faire une bonne affaire? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, je pense qu'elle est là la différence Bien peut-être sûr. avec beaucoup de personnes. Mais c'est aussi surtout, est-ce que tu es réaliste? Parce que tu vois, est-ce que tu es réaliste par rapport au marché? Tu vois, moi j'ai été voir un bien il n'y a pas si longtemps. De mémoire, le bien il était à 1,20 million, chose comme ça, je sais plus exactement. Et de mémoire, je fais ou 1,20 million ou 1,1 million. D'ailleurs, on en avait parlé, tu te souviens, celui avec les châssis verts, etc. Il y avait plusieurs. Bien sûr. Voilà. Eh bien, je fais offre de mémoire à 750. En vérité, le truc, il vaut 750, 800, tu vois. Et l'agent immobilier, il me dit, ah non, en dessous de 900, ils vendent pas. Ils vendront jamais. Bah, ils vendront jamais. Mais le truc, ça fait 2 ans qu'il en vente. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce que eux, dans leur tête, ils se disent, le bien, on est encore dans le marché d'avant. Parce que ouais, peut-être que post-Covid ou pendant le Covid ou quand les taux étaient bas, les gens disent, ah, allez, on achète, tu vois. Mais donc, voilà, aujourd'hui, les prix, ils peuvent paraître hauts. Mais de mon expérience, aujourd'hui, tu as quand même une marge de manœuvre aussi par rapport au prix, parce qu'il y a un certain nombre de vendeurs qui, eux, se rendent compte que voilà, les prix sont trop chers, et des vendeurs qui sont intelligents, ils se remettent en adéquation avec le marché, tu vois. J'allais justement te poser une question par rapport aux stratégies pour faire des bonnes affaires en 2025, vu qu'on parle de ce marché qui est apparemment haussier. Selon toi, du coup... il est baissier, je dirais. Ok. Est-ce que justement, ce qui ressort un peu de ce que tu dis, c'est quand même cette capacité à voir... Si un prix est trop haut, est-ce que tu aurais d'autres stratégies peut-être à mettre en avant? Ben non, je pense que globalement c'est ça le plus important. Quelles que soient les personnes, à mon niveau, je te dirais, c'est d'acheter au bon prix, tu vois, de pas acheter trop cher. Et après aussi, voilà, de voir par rapport à ton emplacement, qu'est-ce que tu veux. Tu vois, parce que des stratégies qui peut-être pouvaient fonctionner avant, on ne sait pas si elles vont encore vraiment fonctionner. Je vais te donner un exemple. Acheter un bien complètement éclaté dans une ville éclatée, refaire plein de travaux et mettre ça en colocation. Personnellement, moi, c'est pas ce que j'achète, c'est pas ce que je vends. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, au niveau des coûts des travaux, le coût des travaux, il est quand même devenu assez prohibitif. Je l'ai vu sur un chantier. J'ai eu une augmentation de près de 40% du prix du devis de départ, tu vois. Et alors aussi, je pense qu'il y a les règles se resserrent de plus en plus, tu vois, par rapport justement à comment on peut mettre en location les choses, tu vois. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de législation sur tout. Je te donne un exemple, je pense. Avant, il n'y avait pas de contrôle électrique. Avant, il n'y avait pas, je te parle de ça il y a 20 ans ou 30 ans, tu vois. Il n'y avait pas de contrôle électrique. Il n'y avait pas de contrôle pompier. Il n'y avait pas, peut-être il y a 50 ans, j'en sais rien, il n'y avait pas de permis d'urbanisme, tu construisais comme tu voulais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus réglementé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers davantage de réglementation. Moi, je pense qu'il va y avoir de la réglementation, notamment par rapport aux conditions pour, par exemple, faire de la colocation. Bah tiens, si tu veux faire de la colocation... Tu découpes pas comme tu veux. Tu peux pas arriver, mettre 4 chambres comme ça, ou 3 chambres, et tu peux louer. Non, on va peut-être te dire, tiens, il faut un permis, il faut une autorisation de la ville, etc. Donc ça veut dire que si tu as acheté un bien éclaté, dans une zone éclatée, dans le but d'en faire de la colocation, et que c'est comme ça que tu vas gagner ton argent, ben, si la législation, elle va changer, tu l'as dans l'os, tu vois. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dandiner des fesses et tu vas les serrer aussi, tu vois. Maintenant, pareil avec, tu vois, les locations courte durée. Tu as de plus en plus de législation. Moi, je regardais un petit peu l'Espagne, tu vois, parce que j'aimerais bien pouvoir investir en Espagne, dans le sud de l'Espagne d'ici 1 an, quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas tout compris, tu vois, mais j'ai un peu creusé. Et de ce que j'avais compris, c'est, voilà... quand tu achètes un logement, parce que moi, l'idée, en fait, c'est de pouvoir acheter un logement pour moi, mais en même temps, de pouvoir le mettre en location pendant que je suis pas là, tu vois. Et t'en profites. Et puis, voilà, mais c'est surtout dans l'idée, en fait, d'avoir un investissement aussi qui est dans un autre pays. T'as un pied dans ce pays-là. Parce que tu vois, en réalité, tu peux aller à l'hôtel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et moi, t'as un pied sur la fiscalité, tu vois un peu comment ça se passe. Et tu vois, de ce que j'ai compris, quand tu achètes le bien, si tu veux vraiment le mettre en location courte durée, il y a des autorisations que tu dois demander, tu dois avoir un accord, je sais plus comment ils appellent ça, mais pour être un hébergement touristique, entre guillemets. Et ceux qui sont vendus avec des hébergements avec accord d'hébergement touristique, qui sont beaucoup plus chers, et pour obtenir l'hébergement touristique, c'est pas sûr. Donc tu dois te faire accompagner. Donc tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire la législation, elle se resserre. Je voyais un truc la dernière fois aux infos, même si je fais une diète médiatique depuis des années, malgré tout, il y a quand même des infos qui viennent à toi malgré tout. Il y a quand même des infos qui disent, comme quoi il y avait des manifestations en Espagne, je sais plus, du côté de Barcelone, je crois, parce que les gens savent plus se loger, parce qu'il y a trop de locations courte durée et que donc ils vont encadrer le marché. En France, c'est le même problème à Avignon, par exemple. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire
aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à penser que ce qui fonctionne, c'est quoi? Achat-revente. Non, c'est que si tu achètes, que c'est pour garder, tu achètes un truc de bonne qualité, dans un bon emplacement, appartement 1, 2 chambres, que tu mets en location à une famille. Tu vois, tu achètes à bon prix, tu as des loyers qui sont corrects, tu places ton argent, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Tous les trucs un peu révolutionnaires, je crois que le temps, il est passé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire les trucs de Airbnb, Booking, l'achat tout au ça. hasard, c'est terminé. Ouais, mais non, mais tous les trucs, tu vois, d'exploitation avec Airbnb, Booking, je pense qu'il y a eu un âge d'or. Ouais, et je crois que là, on est en train de dire... Et il faut l'anticiper. Et je pense qu'il est un peu tard, par exemple, d'aller se mettre là-dedans. Ou alors, tu achètes un bien, mais derrière, tu sais que tu as une opportunité d'aller le remettre en location classique. Et... Voilà, moi, tu vois, j'ai proposé un bien à des gens qui ne voulaient pas l'acheter parce que eux, ils veulent absolument faire du Airbnb. Et tu vois, ils ont des critères et tout très précis, pas de problème, tu vois, je trouve ça très bien. Mais personnellement, je ne suis pas convaincu que leur idée, ça soit vraiment la bonne parce qu'ils vont faire des investissements, tu vois, dans l'appartement pour le mettre en mode Airbnb. Puis derrière, si la législation elle vient changer dans 2-3 ans, qu'on dit tiens, c'est mort... Bah après, ils vont le remettre en location classique, mais ils vont jamais pouvoir appliquer le prix qui va permettre d'amortir... Qu'ils avaient calculé au départ. Voilà, qui va permettre d'amortir ce qu'ils ont fait comme travaux. Mais au final, ce qui ressort de tout ce que tu dis, c'est que finalement, aujourd'hui, investir, il faut devenir un pro dans le domaine, quand même, parce que ça demande de la connaissance du terrain, la connaissance de la fiscalité, ça quand même... de là, beaucoup de choses ressortent de ce que tu nous dis. Est-ce que finalement, il n'y a pas un besoin de formation qui est indéniable? Est-ce que tu n'as pas justement, toi, en tout cas, des choses en termes de formation qu'il faut absolument éviter ou des choses que tu conseillerais? Non, je ne vais pas dire ce qu'il faut éviter. Par contre, moi, je fais du coaching avec des gens, justement, dans l'immobilier qui ont la volonté de faire des investissements de qualité, tu vois. Et derrière, je suis là pour leur permettre d'éviter un certain nombre d'écueils et d'acheter des trucs de qualité. Et derrière, après, de pouvoir enchaîner les opérations et se construire un patrimoine sain. Mon avis, c'est le suivant. Ça, c'est mon avis. L'immobilier, ça doit être un truc, tu investis, derrière tu l'oublies, et c'est pas un travail. Tu comprends? D'autant plus si tu as un business. Si tu as un business ou que tu as un métier, on va dire, tu vois, avec beaucoup de stress, etc., beaucoup de responsabilités, ça veut dire c'est un métier à risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que quand tu as des postes où tu es super bien payé, où tu bosses beaucoup, etc., en fait, ta stabilité de l'emploi, elle est moins importante que quand tu as un métier où en fait tu es planqué et tu passes ta carrière et personne n'a vu que tu n'as rien fait, que tu étais juste à la machine à café. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, quand tu gagnes des hauts revenus, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans une activité, etc., pour moi, l'immobilier, c'est un moyen d'aller sécuriser. De te dire, ok, je vais me bâtir du patrimoine, tu vois, intelligemment. C'est pas juste j'ai 100 000, je mets 100 000, j'achète un appart à 100 000 et puis voilà, non. C'est j'ai 100 000, mais je vais construire un patrimoine à des millions d'euros. Mais je vais mettre un peu de temps, mais après, derrière, le temps, il est investi, et puis ça tourne tout seul, ça roule, et j'ai pas des trucs j'ai pas un château de cartes, tu vois. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir l'immobilier. C'est vraiment, tu bâtis intelligemment quelque chose de solide, et puis derrière, ça tourne tout seul, et toi, tu te focalises sur autre chose. Et le problème, c'est que sur Internet, c'est plus l'immobilier... Je parle de l'investissement, parce qu'après, tu vois, le marchand de biens, ça, c'est encore différent. Mais je parle de l'investissement... L'investissement, c'est vu comme le moyen de devenir riche du jour au lendemain. Et donc, ça implique d'utiliser des méthodes un peu de kamikaze. Alors que pour moi, c'est pas ça l'immobilier. Parce que alors là, c'est un business, tu vois. Et donc, toi, demain, je te dis, tiens, achète un Airbnb, va changer les draps, check les locataires, etc. Même que tu prends quelqu'un. Parce qu'en fait, après, si tu commences à prendre quelqu'un, bah, ça te rapporte le même que si tu mets ton bien en location classique, tu vois. Sinon, tu vas aller changer les draps, tu vas aller récurer les chiottes, nettoyer le bien. C'est bien. C'est un taf en plus de mon taf. T'as un travail en plus, tu vois. Et à la base, c'est pas du tout à ce moment-là, pour ça qu'on investit. Va peindre des appartements le week-end et tu vas gagner 1500 balles en plus sur ton week-end. Et voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc, je comprends tout à fait. Donc l'investissement en 2025 n'est pas mort. Non, je pense que justement, c'est encore une opportunité de pouvoir investir aujourd'hui tant que les banques, elles prêtent. Tu sais, à un moment donné, les banques, elles vont peut-être plus prêter. Tu vois, et donc, quand elles vont plus prêter, qu'est-ce que... Et là, le marché sera bloqué, ouais. Et là, tu seras mort, tu vois. Et donc, je pense que, justement, il faut saisir les opportunités, mais il faut se former, il faut être pro, il faut faire ça de manière réfléchie. Investissement bon père de famille, en fait, on reste sur des basiques, tu vois. Bien sûr. Père de famille, mais intelligent, bien fait, et tu construis quelque chose, quoi.
Leroy, un mot de la fin pour les gens qui hésiteraient encore à investir en 2025? Un mot de la fin. Qui peuvent, mais qui ont juste peur, qui doutent. 2025. Contactez-moi. Non, il faut minimum investir 5 unités en 2025. Ok, voilà. Ça va. Parce que c'est 5. Donc on va continuer comme ça. Belle ambition. Et voilà, dites-nous aussi dans les commentaires, justement, c'est quoi vos projets en 2025 et vous, est-ce que vous pensez que l'immobilier est mort? Quelles sont vos craintes aussi par rapport à ça? Est-ce que vous pensez justement qu'il y a des opportunités? Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et nous, on se voit pour un prochain épisode. Un pouce bleu, un partage. Merci.